15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République a regagné hier en début de soirée la capitale à l'issue de sa participation au sommet Chine-Afrique à Pékin. Réception officielle des bacheliers du lycée d'excellence et des jeunes du CPGE par le ministre de l'Éducation nationale. Et santé, la République démocratique du Congo reçoit ses 100 000 premières doses contre le Mpox. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné hier soir le pays à l'issue de sa participation au 9e sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique qui eut lieu à Pékin, la capitale chinoise. La participation du chef de l'État à ce sommet du FOCAC a essentiellement été marquée par une allocution qu'il fit à la tribune de cet événement. Il s'agit d'une intervention qu'il a entre autres dédiée à la nécessité d'un rôle plus accru du multilatéralisme dans la résolution des crises et menaces transfrontalières et à la réalisation d'un compte-rendu général sur la situation de notre région. Mais c'est sans doute l'audience bilatérale au sommet qu'il eut avec son homologue chinois, Xi Jinping, qui fait indubitablement office de principale étape de la mission récente du président djiboutien en Chine. Un signe marque d'une rencontre fructueuse. Cet entretien a surtout débouché sur l'élévation de la relation Chine-Djibouti au rang de partenariat stratégique global, le niveau de coopération le plus important de la Chine avec un pays tierce. Outre cette audience avec le président Xi Jinping, le président Guelleh mit à profit ce déplacement en Chine pour s'entretenir aussi avec plusieurs de ses homologues chefs d'État et de gouvernement africains participant comme lui au 9e sommet du FOCAC. Le chef de l'État a dévolu une autre étape centrale de ce périple en Chine à un déplacement à Shanghai, ville faisant office donc du fleuron de l'essor chinois. À Shanghai, le président de la République a dirigé un forum économique Chine-Djibouti, une initiative dévolue à la mise en exergue des dispositions et atouts phares du développement djiboutien, notamment les infrastructures portuaires et les zones franches. À Shanghai, le président Guelleh eut également des entretiens en aparté avec le secrétaire du comité du parti chinois, chef de la collectivité territoriale de cette même ville et l'un des hommes politiques les plus en vue sur l'ensemble de l'échiquier politique national chinois, M. Shen Jining. Et en Chine, lors de sa participation à ce 9e sommet du FOCAC, le président de la République a pris part à ce 9e sommet. C'était dans la journée d'hier, aux côtés de plus d'une vingtaine de dirigeants africains. Et à son arrivée au palais de Chine, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par son homologue chinois, le président Xi Jinping. Outre les dirigeants africains, la séance d'ouverture de cet événement phare a été marquée par la présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en plus des représentants de plusieurs organisations régionales et internationales. Et après l'accueil en grande pompe destiné aux dirigeants et aux chefs d'État et gouvernement du continent africain qui ont pris part à la traditionnelle photo de famille, ce sommet entre la Chine et l'Afrique jette une base solide pour renforcer davantage une coopération stratégique et un partenariat gagnant-gagnant à travers l'adoption, entre autres, du plan d'action de Pékin, en plus d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la coopération sino-africaine au cours des 3 prochaines années. L'ouverture du sommet, Xi Jinping a fait part de la disposition de la Chine à travailler avec l'Afrique pour mettre en œuvre 10 plans d'action de partenariat au cours des 3 prochaines années afin de faire progresser conjointement la modernisation. Le programme de sommet était riche en échanges entre les leaders africains et chinois. La rencontre comprenait 4 réunions de haut niveau sur la gouvernance de l'État, l'industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité, ainsi que la coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Et en marge de ce sommet de coopération Chine-Afrique, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, président en exercice de l'IGAD, a pris part à une réunion de haut niveau sur la paix et la sécurité.
Au cours de cette réunion de haut niveau qui a réuni plusieurs chefs d'État des pays africains, plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment les défis sécuritaires que connaissent plusieurs pays de la région, notamment le Soudan, et les conséquences du changement climatique. Outre le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le président du Congo, le président de la République fédérale et démocratique de la Somalie et le président du Mozambique ont pris part à cette réunion. Le président de la République a mis en exergue les différents défis que les pays de la Corne de l'Afrique connaissent. Il a indiqué que les enjeux du conflit au Soudan, notamment, demeuraient une menace pour la paix et la stabilité des pays de la région, et que les initiatives et les efforts de l'IGAD, l'Union africaine, ainsi que le processus de Jeddah restaient au point mort. Il a indiqué que la tenue du prochain scrutin au Sud-Soudan sera également une étape importante qui va contribuer à consolider non seulement une paix durement gagnée, mais à tracer aussi la voie vers un avenir plus stable et plus prospère. Et lors d'une importante allocution qu'il a tenue à la tribune de cet événement, le président de la République a indiqué donc que nous étions tous conscients de l'ampleur et de l'acuité des menaces sécuritaires dans plusieurs régions du monde, et particulièrement en Afrique, qui, elle, fait face à des défis majeurs, concomitants, notamment climatiques, sécuritaires et socio-économiques. On écoute le président Guelleh. Excellence, Monsieur Séki, Excellence, Monsieur Ould Cheikh Gazaoui, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, Monsieur le chef d'État du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Je tiens de prime abord à remercier notre hôte, Son Excellence, Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, ainsi que le gouvernement et le peuple chinois, pour l'accueil chaleureux et l'intention toute particulière qui nous a été réservée depuis notre arrivée à Pékin. Je voudrais également saluer la tenue de ce sommet, qui est une véritable célébration de l'amitié et du partenariat africain. La Chine et l'Afrique partagent en effet une vision commune d'un avenir où le développement durable et la prospérité sont accessibles à tous. Et au regard du contexte international extrêmement changeant que nous connaissons aujourd'hui, nous nous réjouissons davantage de cette position constante fondée sur le respect mutuel, la sincérité et la recherche des résultats concrets. Grâce aux efforts consentis par la Chine et l'Afrique, nous pouvons aujourd'hui affirmer avoir surmonté un certain nombre de nos défis. Nous remercions le président Xi Jinping pour les 10 initiatives avancées ce matin et son engagement appuyé en faveur de ce partenariat sino-africain. Nous sommes tous conscients de l'ampleur et de l'acuité des menaces sécuritaires dans plusieurs régions du monde, et particulièrement en Afrique, qui, elle, fait face à des défis majeurs concomitants, notamment climatiques, sécuritaires ou socio-économiques. Des défis qui transcendent les frontières, favorisent l'instabilité et mettent en péril ce que nos sociétés ont de plus essentiel, la pérennité de leur existence. Nous assistons en outre ces dernières années à une résurgence inquiétante des conflits internes. Et ce, malgré les multiples mécanismes et initiatives locales, régionales et internationales. La Chine et l'Afrique partagent en effet une vision commune d'un avenir où le développement durable et la prospérité sont accessibles à tous. Au regard du contexte international extrêmement changeant que nous connaissons aujourd'hui, nous nous réjouissons davantage de cette position constante fondée sur le respect mutuel, la sincérité et la recherche de résultats concrets. La donne bien réelle du terrorisme confère à ces conflits un caractère hybride
qui contribuent à compliquer la résolution pacifique des différends. La complexité de ces crises requiert par conséquent un système multilatéral robuste, capable de favoriser et de promouvoir la mutualisation de nos forces. Or, les fondements du multilatéralisme, jadis pierre angulaire du système sécuritaire collectif, semblent vaciller sous l'effet du retour au nationalisme et du déséquilibre des pouvoirs. Il est par conséquent impératif de replacer le multilatéralisme au cœur des priorités de la communauté régionale et internationale. Il est impératif de repenser ce concept afin de l'adapter au nouveau paradigme du monde présent et à venir. À cet égard, nous nous félicitons de l'initiative pour la sécurité mondiale avancée par le gouvernement chinois qui vise à promouvoir la paix et la sécurité collective ainsi que la résolution pacifique des différends par le dialogue et la consultation. Poursuivant son allocution et revenant sur la situation au Soudan, le président de la République a indiqué que ce conflit insensé durait depuis plus d'1 an et que la situation ne faisait qu'empirer, amplifiant ainsi une situation humanitaire déjà catastrophique. Mesdames et messieurs, dernièrement, la région de l'Igad est confrontée à des défis majeurs. Au premier rang se trouve la guerre fratricide, mais ô combien destructrice au Soudan. Les différentes initiatives engagées jusqu'à présent, que ce soit sous les auspices de l'IGAD, de l'Union africaine, le processus de Jeddah, les efforts des pays voisins restent au point mort. Djibouti assure la présidence de l'IGAD et, en tant que pays frère, continue inlassablement à œuvrer en vue d'un cessez-le-feu. Pas plus tard que le mois dernier, Djibouti a abrité une retraite des médiateurs visant à conjuguer les différentes initiatives de façon à ramener pacifiquement le Soudan à un processus politique inclusif. Ce conflit dure depuis plus d'1 an et la situation ne fait qu'empirer, amplifiant ainsi une situation humanitaire déjà catastrophique. C'est pourquoi nous devons tous continuer nos efforts, car le dialogue doit prévaloir à la guerre et la destruction. Je pense également à la tension entre l'Éthiopie et la Somalie, tension qui sape la solidarité, la coopération et le progrès de notre région. Apaiser rapidement ce malentendu est à la fois un devoir de solidarité régionale, mais également un impératif de sécurité et de développement collectif. Je réitère ici notre solidarité agissante et je renouvelle mon appel pour une résolution pacifique et rapide de ces différends. De même, nous suivons avec beaucoup d'attention le prochain scrutin au Soudan du Sud. La tenue prochaine des élections consolider non seulement une paix durement gagnée, mais à tracer également la voie vers un avenir plus stable et plus prospère. Mesdames et Messieurs les Présidents, nous sommes encouragés ces dernières années par les progrès significatifs réalisés en Somalie sur le front politique, sécuritaire et de développement. Le mois dernier, l'Union européenne a adopté une nouvelle mission d'appui et de sensibilisation de l'Union africaine en Somalie. Ces avancées ont été possibles grâce à un effort collectif, l'engagement des autorités somaliennes, le sacrifice des troupes de la MISOM et ensuite l'ATMIS, ainsi que la solidarité constante des Nations unies et des partenaires internationaux ont été déterminantes. Cette nouvelle mission AUSSOM, qui constitue la dernière ligne droite, requiert plus que jamais le soutien total de la communauté internationale.
Pour conclure, loin de ce tableau triste que je viens de peindre, l'Afrique a conscience de ses atouts et travaille pour l'avènement d'une nouvelle ère de paix et de développement, particulièrement avec notre partenaire privilégié, la Chine. Et cette Afrique-là, cette Afrique pleine de promesses, est justement réunie aujourd'hui à Beijing. Je vous remercie. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Restez avec nous avec la suite de notre programme. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu hier à son cabinet les 2 promotions d'étudiants distingués de l'école d'excellence. D'une part, 47 nouveaux bacheliers de la promotion 2024 qui intégreront les classes préparatoires aux grandes écoles ou CPGE pour un cursus de 2 ans au sein de l'école d'excellence. Et d'autre part, 25 étudiants ayant terminé leur parcours de 2 années au CPGE et réussi les concours d'entrée aux grandes écoles françaises et qui partiront ce soir pour débuter leurs études supérieures dès lundi prochain. Lors de cette rencontre qui fera date dans les annales de l'éducation nationale, le ministre a réitéré ses félicitations les plus chaleureuses aux bacheliers. Il a également salué les très bons de la première promotion des classes préparatoires donc aux grandes écoles, au concours des grandes écoles. Le ministre les a encouragés à persévérer dans leurs écoles et dans leurs études, notamment soulignant l'importance de poursuivre sur cette voie de l'excellence dans les grandes écoles d'ingénieurs en France. Et pour le ministre, ces futurs ingénieurs sont les ambassadeurs de notre pays. Les jeunes lui ont promis qu'ils seront à la hauteur de leur mission. Pour rappel, l'école d'excellence de Djibouti, inaugurée en 2017, est une initiative du président Ismaël Omar Guelleh pour former les futures élites de la nation. Elle propose des parcours pédagogiques accélérés en mathématiques, sciences et langues étrangères et pour les élèves à haut potentiel intellectuel dans un environnement propice à des enseignements de qualité et un encadrement renforcé. Après la réception au ministère, une cérémonie de départ a été organisée par le ministre de l'Éducation nationale au Haïla Grand Hôtel pour célébrer le départ des 25 étudiants admis au concours des grandes écoles en France et partager avec eux un moment exceptionnel qui restera gravé dans leur mémoire. Moustapha Mohamed Mahamoud présidait cette cérémonie en l'honneur des jeunes lauréats des CPGE. Des invités de marque y ont été conviés comme l'ambassadeur de France, Dana Porcarescu, le conseiller de coopération et d'action culturelle et directeur de l'UFD, Éric Chevreuil, et le président des SGTD, le comité de parents d'élèves, et les enseignants des CPGE de l'école d'excellence. La cérémonie a débuté par l'accueil des invités et lors de cette cérémonie, un reportage retraçant l'historique de l'école d'excellence a été diffusé, renforçant ainsi son caractère solennel. L'événement s'est achevé par un cocktail convivial offert aux invités dans une ambiance festive témoignant de l'attention particulière portée par le MENFOP à ces jeunes lauréats. Enfin, il ne nous reste plus qu'à souhaiter à tous ces lauréats beaucoup de succès dans leurs études universitaires qui leur permettront d'acquérir les compétences et les expériences indispensables au développement de leur pays. Aujourd'hui, Votre Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, j'espère que je prendrai votre succession au pouvoir afin de continuer ce que vous avez bâti à Djibouti.
Et le mot d'ouverture de cette cérémonie a été prononcé par un représentant des étudiants lauréats majeurs de la première promotion des CPGE, l'étudiant Ali Dablé, qui a obtenu son baccalauréat à l'âge de 15 ans. Son discours a été suivi de celui du représentant des étudiants de la deuxième promotion des CPGE majeurs de la promotion 2024, Hassan Mohamed. Nous les écoutons. Je m'appelle Ali Dabalé, j'ai 17 ans et je fais partie de la première promotion de l'école d'excellence. Cette année, je fais mon entrée en école d'ingénieur, comme vous avez pu le constater. J'ai intégré le CILF Paris La Défense. Et ça va bientôt faire 8 ans que je suis dans cette école et je ne me fais toujours pas l'idée que c'est déjà fini. Et ce qui a été et restera le plus riche dans cette école, ça aura sûrement été l'environnement d'apprentissage où j'aurai appris des compétences que normalement à mon âge je n'apprendrais pas. Cette école m'a appris en fait à être visionnaire avant l'heure. Et je tiens donc à exprimer ma profonde gratitude envers le gouvernement pour son soutien constant et son engagement en faveur de l'éducation. Merci également au ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle pour avoir créé et soutenu des programmes d'excellence et qui permettent à des jeunes comme moi de réaliser leurs rêves. Vous avez ouvert la voie avec courage et détermination et vos réalisations sont une véritable source d'inspiration pour nous. Merci pour votre travail acharné et pour avoir jeté les bases de ce programme. Nous entrons maintenant dans cette étape où, avec des grandes attentes, nous espérons acquérir des connaissances profondes, affiner nos compétences et nous préparer de manière optimale pour notre avenir professionnel. Nous sommes prêts à embrasser les défis qui se présenteront à nous. Je vous souhaite à tous une année de prépa réussie. Le conseiller de coopération et d'action culturelle et directeur de l'UFD, Éric Chevreuil, a ensuite pris la parole pour une allocution. Il a précisé qu'il a travaillé avec les équipes locales pour faire aboutir le programme de l'école d'excellence. Il a également exprimé sa très grande satisfaction quant aux résultats obtenus. Et de son côté, le coordinateur de l'école d'excellence, l'inspecteur Shahem Mohamed, a félicité les étudiants des CPGE et les bacheliers pour leur performance exceptionnelle. Nous avons travaillé beaucoup avec toutes les équipes ici depuis un an pour arriver à ce résultat, pour arriver à faire que 25 étudiants ont été admis à ces concours qui ont été organisés en grande partie ici en délocalisé. Il nous faut continuer à travailler pour faire en sorte que Djibouti soit un centre d'examen reconnu. Nous avons ça dans le viseur, nous avons ça comme objectif principal, faire en sorte que les portes des grandes écoles françaises pour les meilleurs d'entre vous, pour l'élite djiboutienne que vous êtes, puissent choisir facilement, en tout cas le plus facilement possible, de rentrer dans nos grandes écoles, dans nos plus prestigieuses grandes écoles. Et c'est un honneur de vous accueillir en France. Nous avons eu l'occasion de discuter récemment, la semaine dernière encore, parce que vous êtes boursier et que nous avons organisé le dernier atelier avant votre départ. Et je vous souhaite... parce que d'abord, beaucoup d'entre vous vont à Brest, donc je vous souhaite bon vent, comme on dit en Bretagne, mais je vous souhaite aussi beaucoup de succès. Je tiens à adresser solennellement mes félicitations les plus chaleureuses aux étudiants qui sont admis aux grandes écoles en France. Je félicite également les bacheliers qui ont fait exploser le compteur de notation. Le jeune que nous avons vu, Hassan, avec 19,02 de moyenne au baccalauréat. C'est vraiment historique depuis l'existence du baccalauréat. Donc vous avez choisi les jeunes qui rentrent les CPGE, qui constituent, comme vous le savez, la voie d'excellence académique et de la rigueur intellectuelle. Je vous souhaite courage et abnégation pour réussir comme vos aînés. C'est une cérémonie qui réunit les deux promotions des CPGE ensemble et l'aboutissement de la vision de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. L'ambassade de France à Djibouti s'est également mobilisée pour nous accompagner en mettant à notre disposition des ressources financières dans le cadre du projet FSPI. Donc ça, c'est très important. L'Institut français n'a pas été du reste, qui a toujours été à nos côtés dans toutes les étapes du projet.
Et enfin, clôturons la série des interventions. Place aux diplomates. L'ambassadeur de Djibouti en France, Ayed Mohsin, a exprimé sa joie et sa fierté de participer à cette cérémonie. Il a précisé qu'il avait déjà rencontré ses étudiants en immersion un an auparavant. Il a rassuré les parents en leur expliquant que ces jeunes bénéficieront d'une attention particulière et a promis de les accueillir avec son équipe à Paris car ils sont le futur de la nation. À son tour, l'ambassadrice de France à Djibouti, Dana Pourcarescu, a exprimé sa joie de célébrer le départ des jeunes lauréats des classes préparatoires et l'arrivée de la nouvelle génération au lycée d'excellence. Nous les écoutons. C'est une très belle journée. J'ai déjà rencontré les étudiants qui étaient en stade d'immersion il y a un an. Je suis venu les voir aujourd'hui. Je les avais déjà rencontrés également à l'école d'excellence. Comme le disait parfaitement son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, le Hadj Ismaël Omar Guelleh, ce sont le futur de la nation. Demain matin, je serai également à Paris pour les recevoir avec mes équipes, comme nous les avons reçus. Je voudrais ici aujourd'hui rassurer les parents, leur dire que ces enfants seront surveiller, veiller sur eux comme la prunelle de nos yeux, puisque ce sont les futurs de la nation djiboutienne, ce que la nation produit de meilleur. C'est un grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour fêter le départ vers la France des jeunes lauréats des classes préparatoires aux grandes écoles et puis l'arrivée de la nouvelle génération dans les rangs du lycée d'excellence. Nous sommes ravis d'être aux côtés du MENFOP et des autres partenaires pour faire réussir ces jeunes. Ils nous impressionnent, ils sont particulièrement performants, à la fois des scientifiques et des littéraires. Et voir cette diversité, voir la relève devant nos yeux, c'est toujours un plaisir. Nous leur avons tous dit de continuer comme ça, de continuer dans la voie de l'excellence et puis surtout de revenir à Djibouti. C'était un petit peu le thème de la journée. Allez apprendre, saisissez toutes les opportunités et revenez contribuer à la transformation et au rayonnement de Djibouti. Dans l'actualité également, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a abrité dans la matinée d'hier une importante rencontre sectorielle destinée à l'installation du jury du concours du Grand Prix du chef de l'État Initiative Jeunesse édition 2024. Organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, le concours Initiative Jeunesse de l'année 2024, innover et entreprendre en économie mauve, est dédié aux jeunes talents créatifs et entrepreneurs de 18 à 35 ans. Il encourage la création d'initiatives économique durable et inclusive en mettant en avant des projets qui valorisent le patrimoine culturel, les arts visuels et l'innovation dans ces domaines. Cette rencontre présidée par la ministre Dr Hibo Moumine Assoué a permis aux membres du jury de prendre connaissance du thème mais aussi des différents documents relatifs à l'organisation du concours. Cet événement important marque une étape clé dans le déroulement du Grand Prix du chef de l'État qui vise à valoriser l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur de l'économie mauve, symbole de la créativité culturelle et de l'économie des arts. Dans son mot d'ouverture, la ministre a réitéré l'importance que revêt la jeunesse pour le chef de l'État et le gouvernement dans son ensemble. Elle a souligné également les résultats attendus et les motifs stratégiques de la thématique de l'édition 2024. Elle a également remercié en avance le jury, composante essentielle de ce Grand Prix. Enfin, comme les années précédentes, les inscriptions et la soumission des dossiers se feront en ligne. Et pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de ses programmes de soutien social, la fondation de Diwana Zakat a lancé hier la première tranche de distribution des allocations de parrainage des orphelins ou kafala pour l'année 2024 dans la région d'Arta, en présence des responsables de la fondation Diwana Zakat et du président de la région Elmibouh Goudadé. 60 orphelins au total ont bénéficié de ce geste, reflétant ainsi l'engagement de la Fondation à apporter soutien et assistance aux groupes vulnérables de notre société, rappelant que la région d'Arta constitue la première étape de cette opération de distribution qui devrait également couvrir les autres régions du pays ainsi que la capitale. Le chef de service du parrainage orphelin de la Fondation du Diwana Zakat, Aden Hussein Aden, a souligné l'importance de ce projet pour l'amélioration des conditions de vie des orphelins et pour leur fournir
fournir le soutien nécessaire. Il a également exprimé sa profonde gratitude envers les bénéficiaires et les bienfaiteurs pour leur contribution généreuse, soulignant que ces aides ne se limitent pas uniquement au soutien financier, mais contribuent également à un avenir meilleur pour les orphelins en leur permettant d'accéder à l'éducation et aux soins de santé notamment. En nouvelles du monde à présent, la première phase de la campagne de vaccination anti-polio à Gaza s'est conclue avec succès et a permis d'administrer une première dose à près de 200 000 enfants dans le centre du territoire palestinien. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. La première phase de la campagne de vaccination anti-polio à Gaza s'est conclue avec succès et a permis d'administrer une première dose à plus de 200 enfants. La maladie s'est propagée dans la bande de Gaza en ruine, où la majorité des 2,4 millions d'habitants ont été contraints de fuir leur domicile face à l'offensive militaire israélienne déclenchée en riposte à l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre en Israël. Beaucoup ont trouvé refuge dans des lieux exigus et insalubres. L'OMS avait estimé devoir vacciner près de 157 000 enfants de moins de 10 ans dans le centre de Gaza, avant de reconnaître avoir probablement sous-estimé la population se trouvant dans cette zone. Plus de 500 équipes rassemblant au total près de 2200 professionnels de santé et travailleurs sociaux ont participé à cette opération. Les vaccins ont pu être administrés dans 143 sites. 100 000 doses de vaccins contre la variole sont arrivées en République démocratique du Congo. Le premier lot de vaccins MVA-BN fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic est arrivé à Kinshasa, la capitale congolaise hier. Les injections ont été transmises par l'Union européenne par l'intermédiaire de HERA, l'agence de l'Union pour les urgences sanitaires. Ce convoi intervient 3 semaines après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les épidémies de variole dans 12 pays africains constituer une urgence mondiale. La majorité des cas et des décès se trouvant au Congo, où la nouvelle variante de la variole a été détectée pour la première fois et où la plupart des infections par la variole touchent des enfants de moins de 15 ans. La semaine dernière, les États-Unis ont fait don de 10 000 doses de vaccins contre la variole au Nigeria, où la maladie est fréquente. Il s'agit du premier don connu à l'Afrique depuis le début de l'épidémie. Le Nigeria a enregistré 40 cas de variole cette année, selon le CDC nigérian. La variole, également connue sous le nom de monkeypox ou mpox, s'est propagée de manière pratiquement indétectable pendant des années en Afrique, avant que la maladie ne provoque l'épidémie en 2022 dans plus de 70 pays. C'est ce qu'a déclaré le mois dernier à la presse le Dr Dimi Ogwaina, président du comité d'urgence de l'OMS pour la variole. Et enfin, Vinicius Junior, Rodri, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, ces joueurs du Real Madrid, est le club le mieux représenté sur la liste des nominés pour le Ballon d'Or 2024 publiée mercredi. Une liste qui comprend aussi Erling Haaland de Manchester City et Harry Kane de Bayern Munich, entre autres. Et au total, 30 joueurs tenteront de succéder à l'inépuisable Lionel Messi, vainqueur de l'édition 2023 et recordman des victoires avec 8 trophées, n'est pas en lice. Le grand rival de Messi, Cristiano Ronaldo, qui a remporté le trophée à 5 reprises, n'y figurait pas non plus. C'est la première fois depuis 2003 qu'aucun des deux joueurs ne figure sur la liste. La faute, sans nul doute, à la nouvelle génération de footballeurs, une nouvelle ère incarnée par plusieurs talents, dont Vinicius Junior, le Brésilien vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec le Real, est cité comme le favori du Ballon d'Or 2024. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.